Psychologiquement, c'est rien du tout. On n'est rien. On est des malades, point barre. On est des malades mais non, on n'est pas un simple malade grippé, on n'est pas tout ça. Et ça. Et moi, j'en ai pour un moment. Hein. Mon combat, il fait que de commencer. Hein. Par le biais de l'association, je m'aperçois que des victimes, il n'y a pas que des victimes comme nous qui avons travaillé en agriculture. Il y a aussi des gens, vous voyez, derrière nous, il y a un poteau EDF. Il y a des gens qui ont manipulé, pendant une période, ils montaient au poteau pour réparer les lignes. Ces gens-là, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'ils commencent à être intoxiqués. Il y a des gens qui ont travaillé dans des coopératives aussi qui sont intoxiqués. Il y a des gens qui ont travaillé avec la SNCF, qui ont entretenu les bordures de voies. Le pesticide, il n'est pas uniquement dans l'agriculture, en fait. Ce qu'il a oublié de vous dire, c'est qu'il faisait aussi la décoration du bois. C'est les colorants pour les bois, les peintures et tout ça. Donc il était dans un atelier où il y avait... et puis tout était à l'air libre, quoi. Voilà, les décapants, voilà. Il y avait beaucoup de choses qui étaient très toxiques. Il m'a dit, je suis sûre que tous les produits que j'ai touchés, c'est à cause d'eux que j'ai la maladie de Parkinson. Et ce médecin légiste, il a laissé entendre, il a dit, officiellement, je ne peux pas vous dire qu'il y a un lien, mais officieusement, on le sait. Nous le savons, mais c'est comme l'amiante, on essaye de reculer le plus possible, d'étouffer le scandale, mais on sait très bien qu'il y a un lien. Mais évidemment, plus on va gagner du temps et moins de gens seront enclins à être reconnus. Donc ce légiste, quand même, l'a un peu conforté dans son truc. Il a dit, moi je ne peux pas aller à l'encontre de la décision des commissions de reconnaissance en maladie professionnelle. Moi, je suis là juste que pour établir un rapport. En fait, c'est un peu un parcours de combattant pour les victimes. Pour obtenir les reconnaissances en maladie professionnelle, il faut passer devant un organisme, la Mutualité sociale agricole, qui met parfois des obstacles à cette reconnaissance. Et après, il faut parfois aller devant le tribunal. Mais finalement, aujourd'hui, la reconnaissance est facilitée par rapport à il y a quelques années. Dans l'affaire des pesticides, mais on pourrait faire le parallèle avec l'affaire de l'amiante, il y a une exposition massive de très nombreux utilisateurs de pesticides à qui on a caché les choses pendant de nombreuses années. Et donc il y a une espèce de lobby des pesticides avec une désinformation organisée et au détriment des utilisateurs. Et malheureusement, on se rend compte que les victimes, aujourd'hui, elles sont nombreuses. Pour certaines d'entre elles, ont utilisé des produits il y a de nombreuses années, mais pour d'autres, ont utilisé des produits récemment. Donc, nous sommes particulièrement prudents sur cette évolution vers des produits plus sains. Je pense que malheureusement, dans quelques années, eh bien, on va découvrir que ces produits qui seraient plus sains, finalement, ne l'ont pas été. Prenons l'exemple des néonicotinoïdes qui étaient particulièrement dangereux. On nous a inventé une molécule, le sulfoxaflor, qui était soi-disant moins dangereux, et puis on s'est rendu compte qu'elle était aussi dangereuse que les néonicotinoïdes. Donc les molécules évoluent, mais malheureusement, quelques années après, compte tenu des périodes de latence, on se rend compte qu'elles font des dégâts. En fait, il faut faire évoluer les choses, il faut arrêter cette spirale infernale qui fait qu'on utilise des produits pour produire plus, pour soi-disant nourrir plus de monde, et puis en fait on contamine des gens et on les rend malades. Et donc aujourd'hui les victimes se sont mobilisées au sein d'associations comme Phytovictimes, et elles se sont regroupées, elles ont mené des combats judiciaires, elles ont obtenu gain de cause, et il faut qu'elles continuent ce combat-là, pour qu'il y ait une meilleure prévention, qu'on fasse plus attention à la santé humaine, à la santé des abeilles et autres, à la biodiversité, à l'environnement. Il y a plusieurs leviers. Il y a des leviers sur les fabricants, bien entendu, mais il y a aussi des leviers sur les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics doivent prendre leurs responsabilités. Il faut que les pouvoirs publics prennent des décisions importantes en matière de santé environnementale. Il faut que les pouvoirs publics prennent des décisions importantes sur l'évaluation de la dangerosité des produits et des risques engendrés par leur utilisation, changer de façon de voir les choses, c'est-à-dire
considérer que c'est aux fabricants de prouver l'innocuité des produits et pas aux victimes de prouver la dangerosité de ces produits et les risques qu'elles prennent en les utilisant. Ils se retranchent toujours derrière un filet scientifique, approuvé, avéré, alors que là, on ne peut pas dire que c'est cette molécule qui lui a donné le Parkinson, puisque lui, c'est une accumulation de molécules pendant des années, un empoisonnement à long terme. La première fois, ils nous ont envoyé directement à un comité régional. Donc c'est des experts qui ne l'ont pas vu, parce qu'ils ne voient pas la personne. Ils ne jugent que sur dossier. Et donc ils nous ont envoyé un courrier en disant « c'est pas dans le tableau, donc c'est non ». Voilà, donc ça a été très sec. On est retourné au tribunal, on a demandé une deuxième expertise pour voir si un autre comité, le premier c'était Montpellier, le deuxième c'était Toulouse. Donc à Toulouse, ils nous ont dit « oui, effectivement, il est malade. Effectivement, ça doit provenir de sa profession, mais comme on ne peut pas le prouver, on vous dit non. » Donc on est parti avec ça auprès du juge. Alors il a dit « je vous mets tous d'accord, moi je lui donne la maladie professionnelle ». Il n'y a pas eu d'appel, donc il a obtenu la maladie professionnelle. Donc il a été malade en 2007 et la reconnaissance, on l'a obtenue en février 2012. Et en mars 2012, le tableau des maladies professionnelles a été augmenté par la maladie numéro 58, qui est la maladie de Parkinson, au niveau des exploitants agricoles. On peut considérer les agriculteurs phytovictimes comme des lanceurs d'alerte à plusieurs titres. D'abord parce que, comme souvent sur les questions de santé environnementale, les travailleurs sont une population sentinelle. Voilà, c'est comme ça, ils ont été plus exposés depuis de plus longue date à des produits dangereux. Mais ils sont aussi lanceurs d'alerte dans un autre sens, non seulement parce que c'est les premiers sur qui les effets des pesticides sur la santé sont visibles, mais aussi parce que les agriculteurs qui sont entrés dans phytovictimes, tous d'une manière ou d'une autre, ils ont fait une démarche d'ordre politique. Ils ont recouru au droit, demandé une reconnaissance de maladie professionnelle à laquelle ils ont pu avoir droit, mais pas systématiquement parce que c'est pas si facile. Et évidemment, la création de phytovictimes, il y a 10 ans, c'est un mouvement social qui est inédit. Il n'y a pas de mouvement social de ce type qui revendique la défense d'agriculteurs exposés aux pesticides et malades de ce fait. C'est vraiment quelque chose qui, à l'époque, est totalement nouveau. Ce n'était pas du tout évident pour ces agriculteurs de fonder cette association. Ceux qui l'ont fondée n'étaient pas du tout des agriculteurs qui avaient les dispositions sociales a priori requises pour fonder une association militant dans la grande nébuleuse environnementaliste, on va dire ça comme ça. C'était plutôt des agriculteurs d'abord qui avaient été des représentants d'une agriculture très productiviste pour la plupart, ils l'assument, d'où leur utilisation de pesticides. Et donc pour eux ça n'a pas été du tout évident au départ de rentrer dans un combat collectif dénonçant la dangerosité de produits qu'eux-mêmes avaient beaucoup utilisés. Sans phytovictimes, je ne pense pas que nous en soyons à ce stade-là. Parce qu'ils nous ont apporté un grand soutien. Bon, même si Serge avait fait quand même la plus grosse partie du dossier, le fait qu'on fasse intervenir Maître Laforgue pour son dossier, on a obtenu la maladie professionnelle très rapidement. Si elle n'avait pas eu cette association qui nous a redonné un coup de fouet et un coup de main aussi, on n'en serait pas là aujourd'hui, on n'aurait jamais eu la reconnaissance de maladie professionnelle pour Serge, ça c'est clair, parce qu'on est démunis, on ne sait pas à quelle porte taper. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je suis malade? Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que mon organisme de sécurité sociale ne veut pas me reconnaître pour telle ou telle pathologie, alors que les études des fois le montrent que c'est possible? Pourquoi me donne-t-on un taux d'invalidité ou d'incapacité de travail aussi bas? Il y a ce que j'appelle désormais de la maltraitance parfois avec les assurés. Et là, il n'y a pas de spécialistes de caisse. Malheureusement, c'est des choses que l'on rencontre un peu partout. C'est quand même surprenant. Les victimes n'ont pas le choix d'aller au bout. Parce que si elles abandonnent face à un refus, face à un taux qui n'est pas du tout en adéquation avec les problèmes qu'ils ont, elles perdent de tout.
comment imaginer laisser faire, alors que ce ne sont que des droits. Nous ne réclamons pas la lune pour ces gens-là. Je pense qu'il n'y aurait pas eu phytovictime, j'aurais sombré déjà. Sombré dans une déprime profonde. Parce que en fait, je les ai trouvés au moment où je broyais du noir, mais complet, parce que la MSA, je ne dis pas, hein, peut-être que des personnes veulent aider, c'est pas le problème, mais moi je me suis trouvée face à un mur, face à quelque chose d'infranchissable, en ayant déjà cet handicap de la maladie, où psychologiquement on se pose des questions. J'ai été face à un mur. Ça fait 9 ans qu'on est en justice. 10, ça avance. Et donc, pour la justice, on a mis la MSA, donc il a fallu faire des expertises. On a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 expertises avant de trouver un expert. Parce que les expertises que je faisais au début, c'était des experts qui étaient payés par la MSA. Alors, comme ils étaient payés par la MSA, ils n'allaient pas me dire que j'étais malade, bien sûr. Quand tu es rentré dans le cabinet, il t'a dit que... Oui, le premier. Le premier, il dit « je peux rien pour vous parce que je suis payé par la MSA, donc je ne peux pas aller contre ». Et cette maladie n'est même pas reconnue en France. Elle est reconnue par l'OMS, mais c'est tout. Elle est reconnue en Amérique et MCS, il y en a de plus en plus maintenant en France. Donc, on va essayer de la mettre dans un tableau. Oui, on voudrait bien que ça fasse jurisprudence aussi. Pour que d'autres malades puissent en profiter, et puis parce qu'il y a de plus en plus de malades qui sont MCS ou qui sont en errance diagnostique, hein, puisque les médecins généralistes ne sont pas au courant que cette maladie existe, donc les patients sortent de leur cabinet, ils ne savent pas les diagnostiquer. Donc c'est grave, il y a beaucoup d'errance. Et quand on est en errance diagnostique, c'est assez long, hein. On a connu ça pendant 6 ans. Il est tombé malade en 2008 et il a été diagnostiqué en 2015. Donc c'est très long et comme ils ne savent pas quoi dire, ils disent que c'est dans notre tête, enfin dans sa tête. Donc tous les malades ont ce problème, on leur dit qu'ils sont fous, quoi. On est tous passés, tous les gens de phytovictimes, on leur a dit ça. Hein. Même s'ils n'étaient pas MCS, mais voilà, oh mais non, vous n'avez rien. Ne vous écoutez pas, arrêtez de chercher à savoir ce que vous avez, allez donc travailler. Donc aujourd'hui, en France, on a un système de reconnaissance qui permet de prendre en charge la maladie de Parkinson pour le régime agricole et les hémopathies malignes. Cette liste-là, elle est courte aujourd'hui. On a deux maladies pour lesquelles il y a une reconnaissance qui est établie dans des tableaux. Il y a une volonté de réfléchir à une extension de ces tableaux. Sans doute, la première de ces maladies qui va être examinée, ça sera le cancer de la prostate. Initialement parce qu'il y avait des données par rapport à la chlordécone aux Antilles, mais de manière plus large, quand on regarde la littérature scientifique sur le lien entre cancer de la prostate et agriculture, les études sont assez convergentes sur une élévation de risque, modérée, mais retrouvée dans beaucoup d'études. Et ce sont essentiellement ces maladies-là pour lesquelles le niveau de preuve est fort pour les adultes. Pour les enfants, il y a des niveaux de preuve qui sont forts pour les tumeurs cérébrales, pour les leucémies et pour les malformations congénitales. Pour améliorer l'ensemble des rouages, la meilleure des solutions, c'est tout d'abord des tableaux de reconnaissance de maladies professionnelles. Puisque à la création d'un tableau, l'assuré, la victime n'a plus à apporter la preuve d'imputabilité de sa maladie avec ses pratiques. Donc là, c'est tous ces arrêts de travail. Là, c'est tous les documents de la MSA. Ensuite, ça, c'est les salaires. Donc, quand il a commencé à retravailler et que l'expert voulait. Ça, c'est son dossier de Pôle emploi.
que l'expert voulait aussi. Ça, c'est l'inspection du travail par rapport à son employeur. Bon, ça, il est tout petit, c'est le dossier Belle Pomme. Et puis là, c'est divers petits dossiers, ces médicaments avec lesquels on est revenu. Il fallait affréter un train tellement il y en avait. Et puis, mais parfois, c'est extrêmement compliqué. Parce que, on va prendre l'exemple d'un salarié agricole qui serait, pour peu qu'il soit saisonnier, qui a été confronté à l'usage de produits ou à l'exposition tout simplement lors de taille ou quoi que ce soit aux produits, ne sait même pas à quel produit il a été exposé. Comment voulez-vous qu'il puisse apporter quelques preuves qu'il soit? C'est tout simplement impossible. Je pense qu'en France, on a réellement intérêt à mener des études qui portent en particulier sur les fongicides, peu étudiés jusque-là, et qui sont très utilisés en France. Mais il y a plein de familles pour lesquelles il existe des zones d'ombre, y compris encore dans les insecticides et les herbicides. Et je pense que non seulement il y a des substances qui ont été peu étudiées, mais il y a aussi des effets de santé qui ont été moins étudiés que d'autres. Donc on a des données sur les cancers, pas forcément autant sur tous les cancers. Il y a aussi les aspects respiratoires qui ne sont pas forcément toujours aussi très bien documentés. On parle beaucoup maintenant de perturbations endocriniennes, et là aussi il y a des zones d'ombre à compléter. Donc il y a encore beaucoup de boulot en fait sur la question des effets des pesticides sur beaucoup de familles à compléter, ça c'est sûr. Les molécules qui ont été les plus étudiées sont quand même principalement les insecticides, que ce soit donc les organochlorés, les organophosphorés. Aujourd'hui, on commence un peu à regarder aussi les pyrétrinoïdes. Il y a eu plus d'intérêt sur ces substances parce qu'elles étaient plus utilisées dans les contextes nord-américains et nord-européens. C'est vrai que la plupart des études qui ont été menées à l'international portent sur les agriculteurs masculins. C'est essentiellement les hommes qui ont été étudiés parce qu'ils sont les plus nombreux à traiter. Et donc, l'intérêt a été porté surtout sur les hommes. Pour autant, les femmes sont aussi importantes à prendre en considération, notamment parce qu'elles sont aussi exposées, pas forcément en réalisant elles-mêmes les traitements, mais en revenant dans les champs traités et en participant à l'activité de la ferme avec des expositions qui peuvent être aussi relativement importantes. Par ailleurs, du coup, comme il y a un manque de connaissances, on sait très peu de choses sur les maladies qui sont typiquement féminines, comme le cancer du sein, cancer de l'ovaire, cancer de l'utérus. Donc on a aussi un besoin d'augmenter les connaissances sur ces maladies qui n'ont pas été suffisamment étudiées. La mission d'information, elle a fait des constats importants comme la sous-évaluation de la reconnaissance des maladies professionnelles, comme le manque de suivi dans la vraie vie des produits phytosanitaires après leur autorisation de mise sur le marché, par exemple. C'était deux constats importants, il y en avait d'autres. Et à partir de là, il a s'agi de proposer des choses dans la législation et j'ai réussi à, par exemple, ce qui n'existait pas au début de Phytovictime, réussi à demander la création d'un dispositif de phytopharmacovigilance sous l'égide de l'ANSES. Et donc ce système de phytopharmacovigilance est extrêmement intéressant puisqu'il permet à l'échelle nationale de centraliser toutes les problématiques liées et des conséquences des phytos sur la santé humaine. Et donc ça permet de demander soit des études complémentaires pour les autorisations de mise sur le marché, soit de retirer des produits des mises sur le marché compte tenu des conséquences réelles et de l'impact que ça a eu. Et ça a permis aussi, bien évidemment, de faire évoluer le tableau des maladies professionnelles, parce qu'au départ, il n'y avait rien de cela. Je rappelle que la maladie de Parkinson, par exemple, qui n'était absolument pas reconnue en maladie professionnelle, l'a été contre l'avis de la FNSEA, d'ailleurs, l'avis du syndicat majoritaire. Donc, je crois que la mission d'information de 2012 et tout le travail qui a été fait depuis partant de cette mission d'information a fait évoluer les choses. Et bien évidemment, la prise de conscience des citoyens sur le terrain qui se sont emparés de ces questions-là et des questions environnementales plus largement pour faire évoluer les problématiques. J'ai réussi à faire adopter ici au Sénat, après de hautes luttes, après avoir déposé une proposition de loi pour créer ce fonds d'indemnisation
qui est donc là dans la reconnaissance, mais dans l'indemnisation. Donc la reconnaissance du préjudice et l'indemnisation. Malheureusement, le gouvernement a changé après, et même si le fonds d'indemnisation existe aujourd'hui, il est, de mon point de vue, pas à la hauteur de ce que ma proposition de loi préconisait. La chose, c'est que le gouvernement ne voulait pas du fonds tel que nous le proposions, nous. Il ne voulait pas de ce fonds-là parce que, certainement, il considérait que c'était ouvrir trop la boîte de Pandore. Il a repris une partie de ma proposition de loi, et le titre en particulier, en soi-disant créant un fonds d'indemnisation, alors qu'en fait, il ne s'agit pas du tout d'un fonds d'indemnisation, puisqu'il s'agit d'une extension du régime des maladies professionnelles qui, en fin de compte, ne prend en compte que quelques catégories et qui indemnise de façon forfaitaire les malades, mais absolument pas de façon intégrale, alors que moi, dans la proposition de loi qui était la mienne, c'était une reconnaissance beaucoup plus large et surtout une indemnisation, elle aussi beaucoup plus large, puisqu'elle prenait les préjudices dans leur globalité. Et il faut changer absolument de modèle, aller vers une agriculture respectueuse de l'environnement et avec des agriculteurs qui vivent de leur agriculture, de leur métier, de leur savoir-faire, et non pas qui en meurent, soit qui en meurent par maladie, soit qu'ils en meurent parce qu'ils se suicident, parce qu'ils n'arrivent pas à vivre du produit de leur agriculture. Donc c'est un modèle à bout de souffle sur lequel il faut absolument revenir. Je suis Élodie Fourneau, fille d'Isabelle et Pascal Fourneau. Pascal étant malade actuellement à cause des pesticides, du coup j'étais un peu l'oreille de ma mère, parce que mon père, comme beaucoup d'hommes de son âge, ne parle pas de leurs problèmes. Donc c'est ma mère qui me racontait un peu tout ce qui se passait autour de ça, quoi. Entre les batailles pour avoir les médecins, les tribunaux. Donc après avoir tout vécu, après avoir tout écouté, je me suis intéressée évidemment forcément à tout ça vu que c'était mon père, quoi. J'ai vécu la maladie avec mes parents, contrairement à mon frère qui l'a vécu de beaucoup plus loin vu qu'il était en études, donc il rentrait que les week-ends. Donc moi je l'ai vécu de l'intérieur, quoi. Je voyais ma mère faire tous les papiers, se démener partout pendant que mon père, un jour sur deux à peu près, ne pouvait pas se lever parce qu'il avait trop mal. Étant donné qu'il ne pouvait pas aller travailler, on avait beaucoup moins de revenus. Donc quand il a été l'heure pour moi de faire mes études supérieures, j'ai pas pu aller partir de chez mes parents. J'ai dû rester dans le coin de Châlons pour pouvoir faire mes études supérieures. Sinon, mes parents ne pouvaient pas me payer un loyer, plus la bouffe à côté, plus tout ça, quoi. Donc ça m'a empêché de faire un peu ce que je voulais. Mais bon, après, je m'y retrouve, hein. Mais c'est vrai que j'aurais préféré partir plus tôt de chez mes parents et puis vivre les grandes études un peu ailleurs, quoi. Moi, mon père, je sais que ça l'a beaucoup aidé de pouvoir parler avec d'autres personnes qui sont malades à cause des pesticides. Ça lui a permis de parler lui-même de sa maladie. C'est plus facile d'en parler à ceux qui vivent le même problème qu'eux, quoi. Comment imaginer lâcher, abandonner, ne pas rendre service à ces personnes-là qui sont dans des situations de vie parfois extrêmement fragiles. Certaines ont été réglées, mais il en reste bien d'autres. On pourrait très bien reparler aujourd'hui, puisqu'on évoque le tableau, une reconnaissance pour le cancer de la prostate. Mais c'est le cas de plus en plus nombreux de personnes qui ont des problèmes de sensibilité. Alors, il y a plusieurs pathologies d'hypersensibilité chimique, etc., qui sont des maladies très mal connues, qui sont des maladies non reconnues en France, reconnues à l'OMS, mais non reconnues en France. Donc imaginez le parcours possible de santé en France pour ces gens-là. Il n'y a strictement rien. Comment leur dire, eh bien écoute, débrouille-toi, on ne fera rien pour toi, on ne peut rien faire pour toi. C'est impensable. C'est impensable. Je prends cet exemple-là de pathologie, mais il en existe d'autres, puisqu'on vient récemment d'obtenir une reconnaissance pour un cancer de la langue ou pour des tumeurs cérébrales. Donc il y a les connaissances scientifiques qui évoluent, la science nous ramène sans arrêt des choses sur lesquelles on peut compter, et donc il y a de nouvelles choses à développer. Aujourd'hui, ou demain,
l'association va probablement exporter son savoir-faire vers les territoires d'outre-mer que sont les Antilles, avec le problème bien connu du grand public du chlordécone. Mais les Antilles n'utilisent pas que du chlordécone, elles utilisent aussi bien d'autres pesticides. Et aussi paradoxalement que ce soit, malgré le sujet mis au grand jour, aucune demande de maladie professionnelle en lien avec les pesticides n'existe à ce jour dans les territoires antillais. Le rêve ultime de l'association, c'est de ne plus avoir besoin d'exister. C'est qu'il n'y aurait plus de victimes. Évidemment, bon, malheureusement, je crois qu'on n'est pas tout à fait sur ce chemin-là, puisque nous, on a plutôt tendance à imaginer qu'on en voit de plus en plus, ou de plus en plus de personnes viennent à nous. Mais ça serait l'aboutissement et la réussite qu'on protège réellement les gens qui sont exposés aux produits.